Pourquoi est-ce que je parle de ça? C'est parce qu'il y a des choses que je vois sur les réseaux qui m'attristent beaucoup. Il y a des photos, alors après il faut mettre de la relativité. Je pense que la grande intelligence, c'est de n'avoir aucune certitude. Et c'est de mettre de la relativité dans toutes les situations et dans tous les faits. Et de ne pas voir les choses de manière binaire, bien ou mal. Donc sur les réseaux, on voit machine qui monte et qui a été prise en photo avec des parallèles. Et mon Dieu, l'amateur qui monte pompon, je ne sais pas où, enfin peu importe, hein, c'est peut-être quelqu'un de très bien, mais qui critique. Pourquoi est-ce que je parle de ça? C'est parce qu'il est évident que les chevaux ont des besoins fondamentaux globaux. Donc on rappelle, un cheval a besoin de mouvement, il a besoin de contact avec ses congénères. Forcément les 15-20 kg de foin par jour ou l'herbe, attention, l'herbe en trop grande quantité peut être nocive, globalement tout en grande quantité peut être nocive. De l'eau fraîche, idéalement des compléments multivitaminés adaptés, parce qu'aujourd'hui avec la sédentarisation, la manière dont on gère les terres et l'histoire du cheval dans le fait de le garder dans des espaces de plus en plus petits selon les endroits où on habite, il a besoin d'être complémenté vu qu'on ne nourrit qu'avec une herbe un petit peu résistante et donc un panel de sortes d'herbes restreintes qui apportent des nutriments restreints. Donc un CMD très important, on a parlé de l'eau, le foin, les sorties, du coup les copains. Ça globalement, c'est général. En revanche, pour le reste, c'est très important, quand on observe et qu'on est pro et qu'on passe sa vie à observer les chevaux, de voir qu'en fait tous n'ont pas les mêmes besoins et les mêmes envies. Il y a des chevaux qui vont être super bien à vivre H24 dehors, en troupeau, qui vont se sentir vraiment très à l'aise avec le troupeau, qui ne vont pas avoir envie forcément de rentrer la nuit, on parle de la nuit, mais de rentrer dans un espace plus confiné, de s'étendre de tout leur long dans de la paille, c'est pas trop leur truc. Il y en a qui vont être très grégaires et il y en a qui le seront moins. Alors, est-ce que génétiquement, parce qu'on a sédentarisé le cheval, élevé différemment, il est de moins en moins grégaire parce que l'homme a pris? Peut-être. Le fait est qu'aujourd'hui, il y a des chevaux qui ont envie de rentrer dans une litière et qui vont peut-être être moins à l'aise en groupe, même si la majorité sera à l'aise en groupe, qui vont avoir envie de rentrer, qui vont avoir envie d'être sollicités. Et même si je sais que ça peut faire bondir certaines personnes, il y a des chevaux qui aiment et qui trouvent énormément de bonheur à faire du sport. Que ça soit d'aller faire le trotting le samedi à certains chevaux qui kiffent la compétition. Forcément, ils ont dû y goûter pour la kiffer, ça dépend comment est-ce que ça a été amené. Et d'autres, par contre, pour lesquels ça va pas être le truc. Et c'est vraiment à ça, c'est ce que j'ai envie de transmettre dans le premier sujet, c'est que finalement, aucune généralité n'est vraiment bonne à prendre, et le secret, c'est d'améliorer sa lecture. C'est-à-dire finalement, est-ce qu'un cheval qui tique, par exemple, c'est vraiment un signe de mal-être? Et plutôt que de se dire, ah bah il tique, il a toujours fait ça, bah tiens, pourquoi est-ce qu'il a développé ça? Un cheval qui mange mal, pourquoi est-ce qu'il mange mal? Le faciès du cheval, au plus on évolue au travers des chevaux, au plus on peut vraiment observer des faciès. Par exemple, là pour l'instant, moi j'ai une nounours qui a des douleurs. Ça va, Cops? Super. Donc une nounours qui a des douleurs, et on peut voir que son nez a des petits plis. Il a un regard un peu plus triste et il a eu plus de mal à prendre de l'état. Il s'est fait mal aux pieds en faisant le nœud, sans doute. Sur un sol un peu dur et gelé, il y a eu un abcès, donc je pense qu'un autre abcès va ressortir. Et de pouvoir rien qu'en passant devant lui le matin, se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Au contraire, un cheval qui avait fait une grosse crise d'adolescence, d'un seul coup il est tout rond, tout bien heureux, tout content. C'est comme nous, les chevaux ont des moments émotionnels plus difficiles, des moments où ils cherchent leur place, ils ont une quête de sens, alors ça je ne sais pas si c'est bien exprimé, mais il y a un vrai besoin d'échange et de sollicitation. C'est-à-dire que même si vous avez un pré énorme et qu'il a des copains, certains chevaux peuvent ne pas trouver suffisamment de sollicitation là-dedans. C'est comme les gens, il y a des personnes qui vont avoir besoin de plus ou moins d'activité, d'apprendre plus ou moins. Moi personnellement j'ai besoin d'apprendre tout le temps. J'ai des chevaux un peu comme ça. Et tous n'auront pas le même besoin. Il y a des chevaux que pour lesquels j'ai pu trouver des familles qui vont être OK de rester plus longtemps en troupeau, avec moins de sollicitations humaines, et qui n'auront peut-être pas très envie de faire autant de sport que ce que moi je propose aux miens. Et je pense que l'avenir, c'est d'être de plus en plus à l'écoute de ça. Je vois encore trop souvent, alors je ne me déplace pas beaucoup dans ce type d'endroit, mais des personnes qui disent, ah ben voilà, ce cheval ça va pas, il n'y a rien qui va avec celui-là, quand même, voilà. Oui, ok, mais est-ce qu'on a fait le tour des douleurs? Est-ce que son environnement lui convient? Et convenir, c'est pas... Est-ce que le box est joli? En fait, peut-être que son voisin, c'est pas du tout son pote, qu'il est persécuté par son voisin tous les jours et qu'on s'en rend pas compte.
peut-être qu'en fait le couloir il respire mal, il y a quelque chose qui ne lui convient pas, que c'est qu'il angoisse tous les soirs parce qu'en fait il y a une tôle qui fait un bruit à telle heure à cause du vent, et c'est toutes des choses qu'on ne prend pas en considération et qui vont être quelque chose d'important pour l'un et pas forcément pour l'autre. Donc individualiser les besoins, individualiser la partie émotionnelle, individualiser la qualité de connexion qu'ils vont avoir avec l'humain. On peut évidemment l'améliorer, mais elle n'est pas toujours innée. Individualiser leurs envies. Je pense qu'on peut vraiment dire que les chevaux ont des envies, ils ont vraiment des émotions. Ils ont des demandes. Et alors au plus on les écoute, au plus on est dans cette lecture, au plus on transmet et on adapte ce qu'on fait pour leur montrer qu'on a compris finalement ce qu'ils étaient en train de transmettre, au plus ils se permettent de s'exprimer. Et je pense que l'avenir, c'est vraiment ça. Je trouve que quand on se promène dans les couloirs de concours, on voit vraiment la différence entre un cheval qui est très écouté par le staff autour de lui et un cheval qui est moins écouté et moins compris. Du coup, pour moi, la relativité, c'est qu'on peut aller dans un club avec un cheval monté toute la journée qui serait considéré exploité, mais en fait, le gars, il est super content parce qu'en fait, son truc, c'est de transmettre à des enfants. Il adore ça, qu'il est en super forme physique, qu'il aime utiliser son corps. Et lui va être super à l'aise, super bien et très heureux. Et le voisin, qui lui rêvait d'une vie au pré, il a des douleurs physiques, il n'avait pas envie de ça, il voulait rester avec les copains, et ben il sera très mal dans le même environnement. Donc est-ce que tous les gens qui sont à Paris et qui ont des chevaux qui ne sortent pas beaucoup, c'est mal? Non, en fait. Chacun fait comme il peut, on a sédentarisé le cheval, tout le monde ne peut pas avoir 10 hectares derrière chez lui, c'est mieux. Mais par contre, il y a des chevaux qui vont être heureux de ça. Il y a des chevaux qui vont être trop contents de voir monsieur arriver et le promener dans la forêt tous les jours parce que derrière l'écurie, il y a une forêt. Et ils vont trouver leur place là-dedans. Ma vision de l'avenir de la vente de chevaux et ce que j'essaie de faire en élevant, c'est de pouvoir vraiment... Alors quand ils sont poulains, on ne peut pas savoir exactement la vie qu'ils veulent mener, c'est plus facile quand c'est des chevaux qu'on a dressés, qu'on connaît par cœur. Mais c'est vraiment de trouver la sensibilité, le caractère qui va convenir à la personne qui vient et qui cherche un cheval et dire écoute non en fait ça ne va pas le faire. Paris, donc tout le monde connaît cette histoire, peut-être tous ceux qui écouteront ça, Paris pour l'un de mes chevaux ça m'a été proposé, c'était pas possible. C'est un cheval qui si on ne le sort pas et qui n'est pas assez sollicité, il fait caca dans son abreuvoir et il arrête de boire. C'est simple, il est très clair là-dessus, c'est mort. J'en ai un autre qui, lui, si on ne le sort pas tous les jours le matin en premier pour le travailler, ça ne lui convient pas. Qu'il aille dehors ou pas, il s'en fout. Je ne dis pas qu'il ne prend pas de plaisir à aller dehors et que ce ne serait pas nécessaire. Mais ce cheval-là, typiquement Paris, quelqu'un qui tous les jours vient le voir, ne voit que par lui, c'est ok pour lui. Et donc, le bien, le mal, il faut que, avec l'extrémisme de il n'y a que ça de vrai, je pense que l'étape d'après, c'est très bien qu'il y ait des personnes qui aillent très fort dans le sens de il faut que les chevaux soient dehors. Évidemment qu'il y a un mieux-être à mettre en place. Et les box 3 par 3, et ce serait bien de se séparer un maximum de ça tant que c'est possible, parce qu'il y a aussi laisser l'humain faire de son mieux sans être dans une culpabilité qui va le ronger, parce que finalement il ne sera pas disposé à être bien pour son cheval. Il y a aussi tout l'aspect émotionnel de lui. Mais du coup, évidemment qu'on veut tendre à plus de mieux-être équin, et de mieux-être équin, se rapprocher le plus possible de besoins fondamentaux. Mais par contre, la relativité, c'est qu'aujourd'hui, moi, je vois des chevaux avec une vie à l'extérieur en troupeau, moins bien, parfois, et mieux dans certains autres cas, qu'un cheval qui va être dans une situation différente. Voilà la relativité que j'ai envie d'emmener aujourd'hui. Et tous les extrémismes, tout ce qui est extrême est utile, parce que fait évoluer dans un sens et dans un autre. Mais souvent le monde est pavé de bonnes intentions et je pense que la solution c'est de rajouter de la tolérance, rajouter de la relativité et par contre éduquer. Si vous pouvez vous créer des paddocks à Paris, bah, c'est franchement génial. Si on peut tendre à ça, c'est super. Si on peut faire évoluer la structure de ce qu'on pense du box et que ça soit plus ouvert, etc., c'est super. Si on a un entier et qu'il est difficile, et bien peut-être on peut envisager les choses différentes et vraiment tendre à s'adapter plus et plus. Je crois que le message principal, il est là. Alors, à côté de ça, il y a l'humain. Donc, quel que soit l'environnement du cheval, il a tous ses besoins fondamentaux réalisés, il a son humain. Et il n'y a rien à faire, il y a une notion quand même depuis l'histoire du cheval dans la vie des gens, où il y a un échange avec l'humain, et il y a une notion, vouloir servir, c'est pas le bon mot, mais être disponible pour. Il y a cette notion d'avoir été apprivoisé.
Une fois que le cheval est apprivoisé par un humain, si l'humain est mal, si l'humain est bougon, si l'humain n'est pas dans l'amour ce jour-là, n'est pas dans la lecture ce jour-là, n'est pas dans recevoir l'information et le cheval tel qu'il est, ça peut créer du mal-être. Et donc on peut voir des chevaux qui sont dans l'environnement parfait, la nourriture parfaite, le sport tout bien, une personne super éduquée, mais la personne, et loin de moi l'idée de vouloir culpabiliser cette personne, parce qu'en fait on est tous cette personne à un moment, la personne, si elle n'est pas bien dans ses pompes ce jour-là, sera un poids, mais c'est le rôle du cheval dans nos vies aussi, pour son ami. Et finalement, on peut voir des chevaux développer des pathologies et un mal-être envers et contre tout environnement parfait. Ce qui m'emmène à conseiller le plus possible, mais à moi-même, hein, je le conseille à tout le monde de manière hyper bienveillante, c'est de faire de son mieux, sans aller trop loin dans la culpabilité de c'est pas parfait, parce qu'en fait c'est impossible de faire parfait. Moi personnellement, du coup, on est dans le nord, les terres sont hyper humides, cet hiver ça a été difficile de les sortir autant qu'on voulait, donc si on sort, après il faut appeler l'ostéo, hein, Romain, que vous verrez tout à l'heure, midi acupuncteur, tous ils avaient mal aux pieds, tous ils ont fait les nœuds sur le sol gelé. Du coup, quel est le bénéfice-risque? Les sortir, pas les sortir. Si on les sort pas, du coup, des chevaux qui ont l'habitude dehors tout le temps, ça monte au ciel. Si on les sort, ils reviennent, ils sont tout blessés, donc pour bosser, c'est quand même pas idéal. Culpabiliser, je sais pas, parce que du coup, après, on n'est pas bien nous non plus. Du coup, on fait plus, on n'est pas dans l'échange, nous, on n'est pas bien avec nous-mêmes. Donc, je pense que faire de son mieux, adapter l'environnement du mieux que l'on peut, mais il y a toujours des notions de budget, des notions d'infrastructure, qu'est-ce qui est possible de faire, pas possible de faire. Et puis après, avoir un certain lâcher-prise pour être vraiment dans l'instant. Je pense que le plus beau cadeau qu'on peut faire à un cheval, au-delà d'étudier ce qu'on peut faire de mieux pour lui chaque jour, c'est d'avoir des moments où on est vraiment dans l'instant. Moi, personnellement, cette année, mon projet s'est diminué un petit peu, parce que jusqu'à présent, j'ai été vraiment très présente et disponible mentalement et affectivement pour chacun d'entre eux. La mienne, ils sont un peu trop nombreux. Et donc, tous les jours, tous les matins et tous les soirs, ils n'ont pas leur bonjour mon chat comme un cheval avec un vrai regard dans les yeux et une vraie considération. La considération, c'est hyper important. Si on a juste une tête dans un couloir qui sort avec un groom qui est au téléphone, ça n'est plus nourrissant. Et ça peut être quelque chose qui affecte le bien-être d'un cheval, dont on ne parle pas et qui est très éloigné du bien-mal qu'on peut voir sur les réseaux. Quelqu'un qui monte pas, voilà, une personne qui a un peu moins de sensibilité, qui a monté son Grand Prix, qui a été très critiqué parce que c'était pas terrible. C'est subjectif, mais peut-être qu'en fait le cheval il est tellement chouchouté, la nana elle est tellement aimante que je ne dis pas qu'il n'a pas eu un moment désagréable. Ce serait se mentir que de penser que de dresser de A à Z, il n'y a jamais un moment désagréable, c'est faux. Mais par contre, peut-être qu'en fait il est super heureux de descendre, que sa nana lui file toutes ses carottes, que le groom il soit trop fier de lui et qu'il trouve son compte. Et donc finalement, peut-être que le cheval, montée, légèreté, machin, tout est, on en parlera tout à l'heure de la définition de la légèreté selon mes convictions et de ce que moi j'ai pu vivre en travaillant pour les différentes personnes que j'ai pu croiser, mais la personne légère, machin, tout, qui finalement ne considère pas le cheval le matin, ne le regarde pas forcément, est convaincue qu'elle monte, voilà, la relativité, c'est finalement quel est le mieux, quel est le bénéfice-risque. Donc ça, c'est vraiment un sujet qui me tenait à cœur. Si je me fais dézinguer par des commentaires, je répondrai avec le plus d'amour possible. Mais je pense que l'avenir, c'est plus de tolérance, c'est de tendre vers un mieux-être équin, global, au travers d'une éducation et une transmission de connaissances encore et plus soutenue et complète. Et c'est de mettre vraiment de la relativité dans tout ce qu'on pourrait penser. Il y en a, ils vont être super avec une fenêtre, il y en a d'autres, ils vont avoir besoin de plus de calme et de sérénité, et ils ne seront pas très à l'aise avec le fait d'être... Je prends l'exemple de Suite. Suite, c'est mon cheval alezan. Lui, on arrive en concours, il dort. Il n'a plus la pression du troupeau. Il adore être un peu cloisonné dans des boxes qui sont un petit peu plus sombres. Il pionce, le mec. Alors que ici, c'est tour de contrôle, il surveille tout. On pourrait croire que ça lui va super bien. Mais en fait, le gars, il grossit en compète et il dort. Voilà, c'est absurde. Fidji, lui, il arrive en compétition, ça ne lui va pas du tout parce qu'il ne voit plus du tout ce qui se passe. Des fois, en concours, on a des box qui sont un petit peu fermées devant pour éviter les nénés, la transmission de maladies, etc. Furax, alors en concours, il adore, mais son box de compétition, ça ne lui convient pas du tout. Donc vraiment, le besoin de l'un n'est pas le besoin de l'autre. Et le seul moyen d'être vraiment dans l'écoute du besoin de votre cheval, c'est la lecture. Et du coup, c'est de s'écarter
du papier qui dit, alors l'idéal c'est une fenêtre, autant de mètres carrés, le paddock 3 heures. Non, en fait, le gars il va peut-être sortir, il a envie de rentrer au bout d'une heure, il s'ennuie. Et puis peut-être que le lendemain, en fait, il ne voudra pas rentrer. Et pourquoi finalement est-ce que tous les jours on devrait proposer la même chose de la même manière? C'est l'humain. Les heures de repas, c'est l'humain qui a rajouté ça. Un cheval est censé manger 16 heures sur 24. L'organisation chronologique quotidienne dans le temps, c'est l'humain qui a rajouté ça pour son confort, pour pouvoir avoir des salariés, pour pouvoir organiser une écurie de manière structurée. Je ne dis pas que je ne le fais pas, je le fais. Mais c'est important de remettre les choses dans le contexte. À la base, eux, ils sont là, il y a no time, c'est l'instant présent, et tiens, là ils ont envie de ça, là ils ont envie de ça, puis ils voudraient bien ça. Et je pense que l'avenir, c'est de tendre à de plus en plus d'écoute. Et la meilleure prévention possible, c'est ça. Je prends un autre exemple. On va pas citer de prénom, quelqu'un d'assez proche, qui a lu que tel truc, c'était un super ingrédient pour le corps, ça allait être super, machin. Son corps ne le supporte pas, le truc. À chaque fois il le boit, ça ne va pas. Ça ne va pas, il se rend bien compte que ça ne va pas. Mais c'est écrit sur le site machin truc, approuvé par 14 scientifiques que ça, c'est génial. Donc il le boit. Et son corps a dit dans toutes les langues que ça ne va pas, ce truc-là. Finalement, qui est le plus légitime pour savoir de quoi il a besoin? Dans l'occurrence, c'est le corps. Et qui est le plus légitime pour savoir de quoi il a besoin? C'est le cheval. Voilà, et je pense que très bon entraîneur, alors moi, on tend à toujours être meilleur, c'est de pouvoir être le plus possible dans l'écoute de l'élève, ça pour moi c'est encore un chemin, et dans l'écoute du cheval de Manon, tiens, j'essaierai bien ça parce que je pense qu'il y aurait peut-être besoin de ça. Et avec toujours cette notion d'incertitude, ce qui est très difficile à amener sur le terrain parce qu'en fait, chaque personne voudrait de la certitude, parce qu'une certitude c'est extrêmement rassurant. De dire fais ça, ça va marcher, c'est extrêmement rassurant, mais en fait on n'en sait rien de ce qui marche, on essaie des trucs, c'est tout. Ça c'est la réalité. Je suis hyper désolée si ça déçoit plein de gens, mais ça c'est la réalité. Et le mec qui arrive et qui dit t'inquiète, ça va être super, on va faire comme ça, souvent c'est un manque de relativité. Après par contre, de toujours aller chercher trop loin et trop compliqué, ça peut être un peu pénible parfois. Voilà ce que je voulais dire par l'individualisation, se séparer de cette notion de bien et de mal. Garder en tête les besoins fondamentaux, mais seul le cheval peut vraiment vous dire ce dont il a besoin aujourd'hui et maintenant. Et des fois, ils ont des demandes qui ne sont pas accessibles. Et être OK avec ça, ne pas commencer à culpabiliser, parce que sinon son propre émotionnel peut nuire finalement au bien-être de la relation. C'est écoute, aujourd'hui tu veux sortir, moi aujourd'hui je tourne toute la journée. Écoute, tu vas aller un petit peu au paddock, je suis désolée, on verra, et puis si je viens pas te chercher à temps, je reviendrai plus tard, et ah bon, allez, d'accord, mais savoir qu'il a été entendu, prendre en considération les chevaux quand ils ont une douleur, et que directement je vois que tu as une douleur, donc on va peut-être pas faire comme ça aujourd'hui, ah, c'est bon, elle a compris. Je peux parler aussi de cette notion de zone rouge. Alors, il y a beaucoup alors, j'ai entendu des entraîneurs de très grande renommée parler de la zone rouge, donc considérant que le cheval, comme pour nous dans un entraînement sportif, il y a une zone verte dans laquelle on est très relax, voilà, on va courir 20 minutes, ça va. À 21 minutes, ça va être compliqué. Il y a une zone orange, où là ça commence à être un peu dur, on peut prendre sur nous, on reste quand même relativement confortable, et puis cette orange va devenir foncée, et là on est dans la zone rouge, on est en train de dépasser ce qui est confortable pour nous. J'ai entendu beaucoup d'entraîneurs vraiment importants suggérer cette zone rouge, dire qu'il était important d'emmener un cheval dans une zone rouge régulièrement. Même si on va pouvoir mettre de la relativité, de qu'est-ce qu'il entendait vraiment par ça, et qu'on pourra en discuter, et que finalement peut-être on dira la même chose, personnellement j'aime pas du tout cette notion. Elle me fâche un peu. Pourquoi? Parce que si on n'est pas à l'écoute de son cheval quand on le monte, c'est-à-dire s'il a des douleurs, qu'il n'est pas bien, que là on a dépassé ce qu'il pouvait donner aujourd'hui, et qu'on lui apprend, qu'on lui demande de faire plus sans être à l'écoute de sa limite, on va lui apprendre un truc qui est vraiment pas très cool dans la relation cheval-cavalier et cheval-humain, c'est le mode économie d'énergie, ou le mode je n'exprime plus parce que de toute façon tout le monde s'en fout. Et ça, je pense que vraiment un échec dans la relation et dans le fait de dresser un cheval, mais ça m'est arrivé, ça m'est arrivé d'aller dans des entraînements où je voulais vraiment travailler avec telle personne, je comprenais pas très bien ce que la personne voulait, donc j'ai quand même essayé de faire ce qu'elle me disait parce que je lui disais que sans doute j'avais pas pigé un truc, et le cheval a un peu trinqué, et à la fin je me suis dit que j'ai pas été dans le bon chemin. Je pense que d'aller dans la zone rouge, c'est toujours une erreur. Je pense que vraiment, la zone verte, c'est 2-3 jours par semaine. De temps en temps, il faut aller gratter l'orange.
je pense que c'est bien de pouvoir aller toucher l'orange foncé en compète, si je sais pas, c'est le 3e jour, que le cheval est un peu fatigué, mais lui râler les potes. Vraiment là, c'est la dernière ligne, hein, la dernière ligne, passage piaf, passage arrêt. Dire allez s'il te plaît. Et par contre le rouge, je le déconseille. Je le déconseille parce que du coup, on n'est plus dans l'adaptation, on n'est plus dans l'écoute, on est vraiment dans traverser. C'est le moment où on renforce les aides, donc ça on parlera de légèreté tout à l'heure. C'est le moment où du coup, on doit tout porter plus fort. Qu'est-ce qu'on gagne? On désensibilise le cheval aux aides. Il perd confiance en nous, parce qu'en fait jusque-là il fait du sport gratos, le mec, hein. Qu'est-ce qu'il reçoit? Une carotte, l'envie de nous faire plaisir. Pourquoi est-ce que d'un seul coup on irait lui demander plus que ce qu'il peut donner alors qu'il est déjà extrêmement généreux? Donc on ne l'incite plus à être dans cette générosité. Et du coup on lui apprend que là, rentrer dans sa bulle et pas trop écouter, ça peut être la seule solution de survie à ce moment où en fait y a une incompréhension. Alors cette zone rouge, on aura beau se raconter la messe, on l'a tous vécu, c'est le moment où on pensait qu'on allait apprendre un truc ce jour-là, on voulait changer de pied ce jour-là avec le jeune, il n'a pas compris, on a renforcé 10 fois de la même manière, il n'a pas compris. On a tous vécu. Moi, j'ai envie de me dire que récemment, pas trop. Mais en fait, c'est pas vrai. Il y a toujours un jour où, tiens, la jument elle était un peu raide de ce côté-là. J'ai pas su écouter, parce qu'en fait, cette écoute, elle s'améliore tous les jours. Elle improve tous les jours, c'est de la sensibilité. Et quand on écoute très fort, on peut même sentir les douleurs qu'a le cheval en étant sur son dos. Et c'est à force d'être là, aware. Mais des fois, on l'est pas. Des fois, on se réveille, on est à côté de nos pompes, on a nos règles, on a une journée de merde, on s'est engueulé avec son mec la veille. Et du coup, on n'est pas aware, et du coup, aujourd'hui, on monte, et ça doit être comme ça aujourd'hui, maintenant. Et là, parfois, on va dans une zone rouge, une zone où le cheval, il comprend pas. Il dit, qu'est-ce qu'il veut celui-là? Il peut pas. J'en sais rien, en fait. Il s'est peut-être coincé dans le box la veille, et peut-être que son encolure n'était pas hyper ok. Finalement, la flexion du jour-là, c'était pas possible. Et donc, on traverse. Et dès qu'on traverse, on alourdit. Et on parlera de la notion de légèreté, mais l'idée, un maximum de fois si c'est possible à chaque fois, c'est de finir une séance en ayant allégé les choses et en ne les ayant pas alourdies. De faire parfait est impossible, mais par contre, si ça peut vraiment être un objectif en soi, de descendre, Oliveira il disait, regardez alors on peut citer plein d'auteurs, mais regardez le cheval dans les yeux, mais je pense qu'il y a de ça, et pour se dire, tiens, aujourd'hui j'ai fait une bonne séance, j'ai été juste, c'est de nouveau un mot un peu touchy, mais et j'ai allégé les choses, et on finit avec un cheval plus souple, plus dispo, content d'avoir bossé, qui peut raconter, ça c'est Alexis qui me disait, c'était génial cette phrase, il doit pouvoir rentrer au box et raconter à ses potes ce qu'il a fait, super serein et qui est disponible physiquement pour d'autres choses. On est parti sur du travail, je me suis un peu écartée, mais ça c'était important parce que ça fait partie de l'individualisation et je voulais absolument parler de cette zone verte, orange, rouge, qui est finalement la suite de cette notion de lecture, d'observation, de sensation. Et alors ils vont chacun proposer une communication. Fidji est un peu fatigué, ça pousse moins, il va un petit peu s'ébrouer, il va baisser un peu la tête, je sens que la fin de la ligne de la fin de reprise, et là je lui dis allez s'il te plaît copain, vas-y tiens-toi. Voilà, et suite, il est marrant, il propose, il plante un peu, je sais pas comment dire, donc je travaille, à un moment il baisse un peu sa tête, il baisse un peu sa cadence, et alors il propose une transition sans jamais la faire. Et là, je sais qu'il me reste une autonomie de 5 minutes. Et en fait, ça sert à rien de la brûler maintenant. Parce qu'en fait, une semaine après, j'aurais gagné ces 5 minutes d'autonomie tout seul. Je vais retravailler et puis il va reprendre de la force, il va reprendre de l'équilibre et cette autonomie, elle va venir tout de suite. Donc, je pense que de rester un maximum dans la facilité, de pouvoir demander un effort supplémentaire, ça fait des guerriers. Et ce cheval-là, finalement, complètement blessé, le gars, on lui aurait dit, vas-y, fais ton Grand Prix. Après son petit accident du paddock, là où on ne saura jamais trop ce qu'il a fabriqué, il l'aurait fait. Il l'aurait fait parce qu'en fait, ça lui fait tellement plaisir et qu'il sait qu'on ne va pas le travailler. Enfin, il l'aurait fait. Donc je pense que cette générosité, c'est vraiment, et ça va se croiser avec le sujet que je prendrai tout à l'heure, qui est ma vision du cheval, mais cette générosité, elle se crée depuis le moment où on est dans la communication avec le poulain et où on fait le plus possible à l'écoute, même si on va planter plein d'événements. Mais l'idée, c'est que dans la pile d'événements réussis et la pile d'événements ratés, les événements réussis soient vraiment largement supérieurs aux événements ratés, parce que rater des événements, ça va arriver que tout le monde traverse la clôture, qu'on fasse une séance de merde avec un entraîneur qu'on n'a pas compris, que ce jour-là on n'ait pas compris qu'il avait mal au cou et qu'il nous regarde genre, il comprend vraiment rien, espèce d'humain. C'est impossible de ne pas... Et ça, il faut être ok avec soi, mais par contre en essayant le maximum du temps que ça n'arrive pas. Et du coup, si on est tolérant avec soi, c'est toujours pareil en fait, si on a l'écoute de soi-même,
D'où je pense que par contre, apprendre à se connaître soi-même, enfin, en tout cas moi personnellement, d'apprendre à me connaître moi-même a été la plus grande clé de l'évolution de mon dressage. Je dis toujours, j'ai un kinésiologue qui me suit à Cours-Saint-Étienne. Je dis toujours que ce mec-là, c'est un des mecs qui m'a le plus fait avancer techniquement, alors que le gars n'a jamais fait c'est pas son job quoi. Pourquoi? Parce qu'au plus on se connaît, au plus on est tolérant avec soi, au plus on se gère, au plus on peut être à la réception de ce qu'on a chaque jour dans l'instant présent. Après, entre le dire et le faire, on a toujours un jour on a les règles, on s'est engueulé avec son mec la veille, ou on n'a pas eu sa dose de je sais pas quoi, enfin, c'est pareil pour tout le monde. Mais au plus on est dans cette connaissance de soi, cet accueil de ses propres sensations, au plus on peut être dans la connaissance de l'autre, la lecture de l'autre et l'accueil des sensations de l'autre, l'autre étant le cheval dans ce cas-ci. Et il y a cette notion de tolérance. Je pense qu'au plus on est tolérant avec soi, au plus on peut être tolérant avec le cheval, et en l'occurrence avec les autres personnes. Se dire, bah tiens, lui, j'aime pas du tout comment il monte, parce que par contre, penser que le jugement est humain. Donc penser qu'on pourra faire une vie sans juger personne, c'est faux. Par contre, on n'est pas obligé de le faire à voix haute, et puis en mettant une image avec des traits sur d'autant qu'en plus, une photographie, c'est tellement meurtrier, une photographie. Je pense que n'importe quel cavalier le plus extraordinaire, le plus doux, je sais pas qui je mettrais meilleur cavalier du monde, mais même lui, il y aura la photo moche. On peut mettre les petits traits, on peut faire ça avec tout le monde, il faut arrêter de faire ça. Mais par contre, au plus on est tolérant avec soi, bah oui, tiens, cette photo elle est horrible, j'ai complètement merdé, l'attitude est dégueulasse, là, le cheval se... Et au plus on peut être tolérant avec l'autre. Et donc, se dire, en jugement inévitable que l'humain est, et en se pardonnant ça, bah tiens, ça j'ai envie de faire. Moi, quand je vais sur le carré, je me dis, tiens, ça me fait plaisir, j'ai envie de réaliser ça. Ça, par contre, c'est moins mon truc. Et je suis pas obligée de le dire à voix haute, je peux le dire aux gens que j'aime bien. Bah tiens, chaton, regarde là, ça me fait vraiment rêver, c'est vraiment ce vers quoi j'ai envie de tendre. Et ça, par contre, je trouve ça moche. Mais par contre, si j'analyse la personne que je trouve moche, bah en fait, c'est quelqu'un qui est pas très sensible. On montre comme qui on est. Donc, une personne qui est pas très sensible, qui est toute raide, on va parler aussi du physique du cavalier, qui prend pas trop soin de son physique, qui est pas tellement dans l'instant présent, eh ben, ça va être monté un peu sec. C'est impossible autrement, en fait. Si le gars, il est un peu raidasse. Ce jour-là, machin, en plus, il est à côté de ses pompes. Le cheval a été mis un peu en zone rouge plusieurs fois. Il a appris un peu le mode écho. Donc, le gars l'a empoigné un peu plus fort. Le gars a un peu moins de sensibilité que quelqu'un d'autre, machin. Eh ben, tout confondu, bah oui, je vais trouver ça moins joli. Mais finalement, on s'attaque à qui est cette personne. Chacun est sur son chemin, en fait. On doit tous apprendre et on doit tous évoluer. Et je pense qu'au plus on est tolérant avec sa propre incapacité à faire plein de choses, bah, au plus on peut être tolérant sur le fait qu'en fait, je suis convaincue que ce mec-là, son but, c'est d'être plus souple, d'être plus aware et de monter plus léger. Je pense pas qu'il y a un gars qui se réveille le matin en se disant « Putain, aujourd'hui, moi, ce que je veux, c'est torturer mon cheval. » Il y a des gars qui sont pas bien dans leur vie. Enfin, et puis tous, on a des moments où on n'est pas bien dans sa vie, qui sont un peu plus raides. Puis je dis des gars, pourquoi ça devrait être des hommes? Voilà, hein, n'importe qui sont ce jour-là ça va pas trop, ou ce jour-là les propriétaires ou les investisseurs ils ont mis une pression de malade, tous les jours ils ont cette pression de malade. C'est vraiment important de comprendre qu'autour des chevaux il y a des équipes et que chaque énergie a une importance. N'importe qui rentre dans votre maison où ça va pas pour vous, ça a une conséquence sur vous, ça aura une conséquence pour vos chevaux. Ça aussi j'ai pas rajouté dans l'environnement, mais l'énergie de l'endroit c'est hyper important. Vous pouvez avoir le parfait environnement tout bien, à cet endroit-là, le cheval ne va pas se sentir bien. Pourquoi? Je ne sais pas, parce que tous les jours, le groom, il arrive, il est d'une humeur de merde, il n'est pas bien payé, il n'est pas considéré, il n'est pas écouté. Moi, je sais que j'ai fait bosser avec des gens que je n'ai pas bien, voilà, j'ai fait des erreurs, c'est comme ça. On fait tous de notre mieux au fur et à mesure qu'on avance, mais où j'ai pas assez communiqué, où j'ai pas... Et du coup, la personne, elle arrive, elle est un peu frustrée. Et du coup, bah, il va faire des choses plus saccadées. Et ça n'a rien à voir de donner à manger en regardant le cheval dans les yeux en disant bon appétit, que de lui jeter sa pelle. Et pourtant, moi, il y a plein de soirs où je jette la pelle. Je suis éclatée, j'ai fait tout le monde est à sa place, j'ai pris du temps et puis je jette la pelle. Le geste, c'est le même. Au final, on a nourri. Mais il y a nourrir et nourrir. Il y a regarder le cheval dans les yeux, regarder les crottins, regarder les vouloirs, comment ça va, machin. Et il y a, ce jour-là, j'ai moins le temps. Et si, c'est pas grave de jeter la pelle quand le reste a été bien mené, mais si tous les jours on passe un peu à côté de son cheval, tous les jours on passe un peu à côté du moment, bah finalement la relation empathie. Et je pense que ce qu'il y a de plus important finalement dans cette notion de danser avec lui, quoi, de monter et de partager quelque chose, que ça soit sportivement ou pour le plaisir, il
il y a une notion de relation qui doit être très importante. Pourquoi est-ce que le cheval il ferait passage piaf, le cheval monte plus autant comme ça? En fait, parce qu'il va nous faire plaisir, parce qu'en fait, il trouve du plaisir à nous faire plaisir, parce que nous, après, qu'est-ce qu'on donne en fait? Et il y a une phrase que j'adore, c'est qu'est-ce qu'on donne si on ne donne pas notre temps? Finalement, et en fait, je la corrigerai en disant que finalement, la monnaie du monde, ça n'est pas le temps, ça n'est pas l'argent, c'est l'énergie. Qu'est-ce qu'on donne si on ne donne pas finalement le fait d'être là maintenant et de donner son énergie? Et eux, ils nous la donnent. Et donc, si on ne prend pas le temps d'être dans cet échange-là, vraiment à l'écoute, on peut fustiger machin qui a monté ceci, cela pas correctement, mais finalement, nous non plus, on n'est pas au top dans l'échange. Voilà, je voulais commencer par ce sujet parce que je trouve qu'au final, il transmet le message principal, qui est que c'est l'énergie et l'amour qui sont, selon moi, le moteur et le plus important dans le bien-être équin. Et du coup, on va parler de la nourriture, on va parler de l'acupuncture, on va parler de... Mais finalement, si on n'est pas là, vraiment avec eux, dans cette lecture et dans cette affection profonde, on passe à côté d'un truc et on pourra mettre en place 40 vétos. Et j'ai vu, moi, des élèves faire ça, hein, faire venir des vétos et des vétos qui avaient des angoisses, qui avaient un mal-être personnel. Et on a tous des mal-être personnels. Et je pense que la seule solution pour le cheval aurait été que la personne prenne du temps pour elle. Et du coup, le cheval n'était pas bien, donc elle voulait absolument soigner le cheval. Et du coup, elle soignait ce cheval en surenchérissant, rien ne soignait ce cheval, elle ne prenait pas le temps pour elle, elle était complètement à côté de ses pompes. Et finalement, peut-être de se prendre une journée de congé à faire un peu de, on dit de méditation, mais lire un bon bouquin, un bon pilou-pilou, se boire un thé et de vider un peu sa vie, je suis sûre que ça aurait guéri le cheval. C'était un peu abstrait, mais j'en suis sûre quand même. Voilà, l'individualisation, l'écoute, et pour moi, après tout le blabla qu'on vous fera, ce qui compte le plus, c'est d'être ici, maintenant, dans l'amour, avec l'être avec lequel vous voulez être dans la relation, qui est du coup le cheval, quel que soit son âge, quel que soit son niveau. Voilà. Et du coup, on pourrait croiser ça avec la notion de vendre, pas vendre. Ça, pour moi, ça a été difficile dans ce milieu de me dire est-ce que je vends un cheval, est-ce que je... c'est très difficile la notion de séparation, et je vois par contre que certains élèves qui hésitaient, vendre, pas vendre, machin quand même, mais parfois en fait c'est un cadeau pour le cheval d'être vendu, parce qu'ils vont trouver quelqu'un qui sera maintenant, là, vraiment présent, et parfois pas. D'où mon objectif vraiment dans la notion d'élevage, et de trouver des familles pour certains chevaux que j'aurais dressés ou que j'ai dressés, de pouvoir le mieux possible envelopper ça. Après on ne peut pas tout contrôler. Mais je pense que de trouver des personnes qui ont cette sensibilité, qui ont envie d'être là maintenant. Et parfois, il vaut mieux être là maintenant avec un environnement un peu moins bien que pas là, pas maintenant, dans un environnement génial. Donc, cette relativité à nouveau. Alors, qu'est-ce que j'ai fini par marquer? Ah, que du coup, tout le système qu'on allait dont on allait tous vous parler pendant ces quelques conférences, il y a un truc que je voulais introduire aussi, c'est la notion d'argent. L'argent, c'est de l'énergie, les chevaux coûtent de l'argent. C'est important de le dire, je pense qu'un jour, il faudra carrément en faire un sujet. Le fric booste les chevaux, mais que par contre, on va vous présenter, il y a quelqu'un qui vient parler d'homéopathie, il y a Romain qui parle d'acupuncture, Barbara Mollet en podo, vu qu'il est vétérinaire, voilà. Tout ça coûte des sous. Mais par contre, mon expérience par rapport à ça, c'est qu'il est possible d'envisager les chevaux différemment sans avoir de frais supplémentaires, parce qu'en fait, ce sont des frais différents. Je prends un exemple, un parallèle complètement, voilà. On va prendre la médecine du travail, des formations professionnelles de compagne de chaton. Le boss, machin, il accélère ses chaînes, il veut que les salariés rapportent des sous, et du coup, les mecs se font mal, il doit payer, alors je ne sais pas très bien comment ça marche dans ces cas-là, mais il doit payer parce que les mecs sont pas là, donc il faut les remplacer déjà, et ensuite ça lui coûte de l'argent parce qu'il y a des mecs qui sont cassés, et ça lui coûte du fric qu'ils soient cassés. Ça, c'est pas idéal. Et mais par contre, le gars, si on vient lui dire, attendez, on a peut-être une idée, pour améliorer le bien-être de vos salariés, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous proposer telle chose, qui vont vous permettre de diminuer vos coûts de salariés capoutes, et d'éviter telle et telle pathologie. Ah oui, mais non, on n'a pas le budget, c'est trop cher. Ok. Mec, si ça coûte 50 000 balles, mais qu'au final, ça t'en fait gagner 200, peut-être c'est malin d'écouter le projet jusqu'au bout. Et finalement, d'entendre parler des
différentes choses qu'il pouvait mettre en place dans son boulot, même si j'avais déjà des idées dans le monde du cheval, mais je ne me les présentais pas comme ça. Pour moi, ça a été un tournant hyper intéressant, parce que par exemple, on ne va pas citer les noms qu'on voit aujourd'hui, mais l'un des intervenants me coûte très cher mensuellement, vraiment très cher mensuellement. Mais par contre, il me fait éviter énormément de pathologies qui me coûteraient encore plus cher, et qui coûtent encore plus cher à mes copains. Parce que du coup, bah voilà, dans le monde du cheval, on a des copains, machin, on ne travaille pas tous de la même manière, et on sait comment ça marche. On connaît un peu les factures de l'un et de l'autre. Alors l'idée, c'est pas d'économiser de l'argent au travers de ce que je vais présenter aujourd'hui, mais en tout cas, c'est d'être assez cool sur le fait que peut-être que quand on voit les choses différemment, oui, moi, ça me coûte très cher de donner le foin que je donne. C'est vrai. Par contre, on va toucher du bois quand je vais vous dire ça. Depuis l'emménagement, nous n'avons jamais eu de colique. Je dois mettre un petit guillemet. J'ai Falcon qui, quand il a fait sa crise d'ado un peu les noix, qui a chauffé un peu, qui a eu mal au ventre, mais ça n'était pas une colique. J'ai Ferdinand qui a eu un soir mal au ventre, je ne sais plus ce qu'il avait mangé, qui allait pas je vais dire. Parce que je vais pas l'emmerde. Mais le fait de donner une super bouffe, qui est top spec, tout le monde le sait, c'est des partenaires bien sûr que je les cite, parce qu'en fait je suis convaincue que leur nourriture est trop géniale, et de donner vraiment un foin que j'essaye de qualité, mais j'ai comme vous, hein, il y a un ballot sur deux qu'on a envie de... C'est l'horreur. Voilà, on pourrait ça aussi, ça va faire partie d'un sujet. Le problème c'est qu'on en a déjà pour les 3 prochaines années. J'ai jusque-là quasiment jamais eu de colique. Donc, est-ce que finalement, mon foin me coûte si cher que ça à l'année? C'est une question que je me pose. Ensuite, toute la partie prévention, produits homéopathiques, Romain, l'acupuncture, j'ai plusieurs personnes. Hein. J'ai Virginie qui fait du shiatsu, j'ai Patrick, c'est le mage, lui, c'est le pilier dans le suivi posturaux de mes chevaux. J'ai Romain qui gère toute la partie acu. Ça me coûte de l'argent, oui, mais aujourd'hui, je suis convaincue qu'après sa blessure au paddock, je l'aurais emmené en clinique, je suis pas sûre que je récupérais mon cheval. Et je pense qu'il avait dû un peu se déchirer musculairement l'épaule, qu'il avait tapé avec son pied, on ne saura pas très bien où, et que du coup il avait un gros œdème dans le pied, et que le tout, il avait twisté une vertèbre dans son dos. Je ne sais pas ce qui se serait passé, peut-être qu'il y a des cliniques et que je serais tombée sur quelqu'un de très bon, mais je pense qu'on m'aurait proposé autre chose que finalement notre repos qu'on a fait. On a travaillé avec des aimants, on a travaillé avec des aiguilles, on a travaillé avec de la phyto à fond, de l'homéopathie, de la posturo, de la neuro, enfin, et de la com, Marion en com animale. Et finalement, je pense que le cheval, il a bien récupéré. Je trouve que de temps en temps encore, il a une petite montée, pas du tout, hein, mais dans son déplacement, son épaule à froid, on sent qu'il y a eu quelque chose. Moi, je me suis aussi un peu allumée l'épaule, donc le matin, je me réveille, c'est un peu... Mais par contre, on l'a bien récupéré, je trouve. Je ne sais pas ce qui se serait passé si j'avais été en clinique ce jour-là. Je ne dis pas qu'il faut jamais aller en clinique, il faut avoir des protocoles qui sont clairs. Colique, si je charge, j'y vais. Il n'y a pas de... Voilà. Fracture, je charge, j'y vais. Selon la fracture, et puis je ne sais pas, parce qu'en fait, j'en ai jamais eu. Mais sans doute que j'irai faire un point. Mais par contre, pareil, j'essaye d'être le plus éduquée possible pour avoir un vrai point de vue sur ce qu'on va me proposer et pouvoir raisonner en conscience. Personnellement, pas une confiance... Alors, dans les gens que je connais et avec lesquels je travaille depuis 10 ans, oui, il y a une espèce de confiance quasi aveugle, parce que je suis beaucoup trop têtue pour que ce soit aveugle. Mais par contre, si j'emmène mon cheval, même pour une castration, non, c'est jamais confiance aveugle. Je choisis la personne avec laquelle je travaille, celui-là, je sais que c'est bien, la clinique, nanana, je surveille tout, et je fais de mon mieux pour envelopper et prendre une décision qui sera le plus adéquate possible. Castration, ça pourrait aussi être un sujet. Donc, est-ce que de mettre en place tout un système de prévention va être plus cher et va mettre un système à mal? Je pense pas. C'est vraiment think out of the box, c'est un peu différent. Et je pense que c'est vraiment dans l'air du temps. Il y a de plus en plus de gens qui le font. Donc il y a plein de gens qui vont m'écouter en me disant bah oui, c'est évident. Et d'autres, peut-être pas. Et c'est juste que vous mettez les sous ailleurs. Et les sous, c'est l'énergie. Et je pourrais aussi rajouter que tout comme le temps, l'énergie, être présent, d'aller se mettre le couteau sous la gorge pour que le cheval soit super, mais que soit après on soit pas très bien et finalement on n'est plus vraiment là parce qu'on est en train de paniquer, c'est pareil. Je pense qu'il faut trouver un juste milieu, et je pense que quand il y a des moments où on peut moins, il faut oser dire avec les gens avec lesquels on travaille. Donc vraiment, constituez-vous une petite équipe autour de vos chevaux, de gens vraiment bienveillants qui n'ont pas envie de vous vendre leur grand-mère, c'est hyper important, qui ont vraiment des compétences. Alors c'est très difficile quand on appelle quelqu'un de savoir quelle est la profondeur de sa compétence. Moi, j'ai énormément de respect pour quelqu'un qui dit je sais pas. Pour quelqu'un qui travaille depuis longtemps, même s'il y a des gens qui peuvent travailler depuis récemment et être des génies, donc je ferme pas de porte. J'ai tendance à d'abord observer ce que les personnes font sur les autres chevaux,
aller voir peut-être ce que telle personne a fait sur tel cheval, entendre les feedbacks d'une ou deux personnes, et puis ensuite essayer en posant énormément de questions et en respectant beaucoup le je sais pas. Donc ça, c'est voilà, de qui est-ce que je m'entoure, comment je fais, et une fois que j'ai ces personnes-là, de vraiment essayer que le message passe de l'une à l'autre, même si les notes sont pas toujours parfaites, même s'il y a des séances où je me souviens pas de tout, mais que l'information circule pour qu'on puisse tous ensemble être le plus enveloppant possible pour le cheval. Après, les accidents arrivent, je vais retoucher du doigt, ça n'arrive pas trop. Et dans certains cas, il y a des décisions plus importantes à prendre, mais je pense que déjà d'axer un maximum les choses sur un environnement de qualité, soi-même se connaître le mieux possible pour être extrêmement présent, tolérant envers, et aussi cool avec tout ce qu'on loupe, et s'entourer de personnes qui vont être un peu dans la même optique, tolérants, qui aussi on va pouvoir leur dire écoute, bah oui, celui-là j'aurais vraiment adoré que tu le vois, mais par contre, ce mois-ci financièrement ça sera pas possible, on le fera la prochaine fois, ou bah tiens, celui-là j'aurais pu faire ça, ça, ça et ça, qu'est-ce que tu penses, est-ce qu'on peut. Et de pouvoir être le plus ok, de discuter de tout tranquillement avec les gens avec lesquels on travaille, parce qu'eux aussi seront dans ce truc de vouloir bien faire, et cette tolérance profonde, et de communication, de bosser ensemble, et de se dire bah tiens, celui-là j'ai remarqué ça, est-ce que toi tu peux faire plus, ou bah tiens, celui-là je sais pas intervenir, moi Patrick il me dit bah tiens, là je pense que ce serait bien que tu complémentes, et que là tu demandes à Romain, ou tu notes ça. Je pense que de développer ce système encore plus et plus est une grande chance d'éviter plein de pathologies et plein de mal-être pour vous et pour vos chevaux. Parce que tous mes élèves disent la même chose, quand leurs chevaux ne vont pas, ils ne vont pas. Mais on peut voir l'inverse, ils disent aussi la même chose que quand eux ne vont pas, les chevaux ne vont pas. Donc c'est hyper important d'envelopper le cheval avec une équipe sereine et de s'envelopper soi-même avec une équipe sereine. C'est pareil. D'avoir un bon posturo pour son cheval, c'est essentiel, mais il est primordial que vous en ayez un pour vous aussi. D'espérer que le cheval soit délié, souple et bien dans son corps, si vous êtes un bout de bois, c'est pas possible. Donc, toute cette attention, il faut que vous puissiez vous la donner à vous-même également. Mieux vous connaître, prendre du temps avec vous-même pour être cool dans vos énergies, apporter finalement de la sérénité quand vous arrivez avec vos chevaux, même si moi je suis stressée et que j'essaye de ne pas être trop stressée, et que tout le monde essaye de me calmer la plupart du temps. Parce que dès qu'ils vont pas bien, voilà, mais je m'améliore. Donc, créez-vous une équipe pour vous, créez-vous une équipe pour vos chevaux. Même si là, ça peut vous sembler être un budget, c'est pas forcément vrai. Moi, les rendez-vous, parce que du coup, je monte beaucoup. Patrick, c'est tous les 6 semaines. Romain, c'est toutes les 6 semaines. Et j'ai une petite équipe autour de moi. J'ai un kinésiologue autour de moi. Patrick, Virginie. J'oublie quelque chose. De temps en temps, je rajoute un acupuncteur à l'âne, mais j'ai du mal parce que c'est de la route et puis c'est. Voilà. J'ai du mal à tout faire. Mais par contre, j'espace. Et du coup, dans l'année, personnellement, il y a quelqu'un qui va mettre un budget dans le coiffeur. Moi, ça sera le budget coiffeur, il sera mis là-dedans pour que j'arrive la plus sereine et la plus déliée possible à cheval et pour que je leur offre d'être le sac à dos le plus confortable possible. J'ai lu une phrase tout récemment que je pique sur les réseaux. Comment je vais vous la sortir? Je ne sais pas si vous l'avez vu. Être bon dresseur, c'est apprendre au cheval à nous porter confortablement et sereinement. Et être bon cavalier, c'est apprendre à être porté et à être un sac à dos, c'est pas formulé comme ça, mais confortable et délié pour le cheval. Cavalier, c'est apprendre à être confortable pour le cheval, c'est ce lien qu'il faut développer. Donc avant de vouloir agir, apprenez à ne pas nuire, être fluide à cheval et ne pas nuire au mouvement. Et pour ça, il n'y a rien à faire, il y a un délié émotionnel, mental et physique à avoir. C'était pour le premier sujet. Et du coup, on n'oublie pas l'amour dans tous les sujets. Parce que même le meilleur acupuncteur, si derrière il n'y a pas d'amour et de bienveillance autour du cheval et que tous les jours on lui dit, ou qu'on est agacé parce qu'il n'a pas fait ceci, il n'a pas réussi cela, comme un enfant, eh bien à un moment, le meilleur acupuncteur du monde ne pourra pas rééquilibrer ça. Sachant que du coup, l'émotionnel a un impact direct sur notre santé physique et mentale, mais physique. Enfin, je pense que là maintenant on a suffisamment avancé énergétiquement et dans les connaissances que pour savoir qu'il y a du transgénérationnel. Alors, maintenant c'est quelque chose qui est prouvé, donc des traumas qui ont été vécus par les chevaux de générations précédentes peuvent être transmises au poulain. Moi c'est un truc que je vois dans l'élevage et c'est le cas chez les humains.
chez les humains, il y a des troubles qui se retrouvent de génération en génération, des traumas de génération en génération. C'est des choses qui doivent être le plus possible soignées, nettoyées, traitées, pour ne pas se retrouver dans notre quotidien et gagner en calme et en sérénité. Je pense que vraiment le plus beau cadeau qu'on peut offrir à tous les gens qu'on aime, c'est le calme et la sérénité, et en revanche c'est le travail de toute une vie.